Bienvenue sur Horizon, le podcast qui parle de la pêche de loisirs en France et à l'étranger. Mes invités inspirants vous partagent leurs expériences et de nombreux conseils pour augmenter vos connaissances sur la pêche. À travers les différents sujets abordés, je vous partage mon avis et je vous invite à réfléchir aux différents points de vue pour voir la pêche sous de nouveaux horizons. Ensemble, partageons notre passion. Horizon, le podcast pêche. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Horizon. On va parler pêche ensemble avec Vincent Lopez. Je vais le laisser se présenter à vous, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Moi, je le connais déjà un petit peu sur Insta et à travers les vidéos qu'on a pu voir de lui sur différentes compétitions. Donc on va voir avec lui la pêche de voyage en eau douce et particulièrement la pêche du brochet en Suède. Donc j'espère que c'est un épisode qui va vous plaire. En tout cas, on va avoir plein d'infos grâce à toi, donc je te laisse te présenter. C'est pas comme si on tournait cet épisode que quelques jours après mon retour de pêche en Suède. Hein, voilà, c'est juste pour remettre les choses au clair. C'est vrai que là, on a décidé de faire ce podcast, mais je suis rentré avant-hier de Suède, donc c'est parfait. Je suis encore dans le bain, je suis chaud. Ah, ça peut pas être plus frais. Alors, pour me présenter pour les auditeurs de ce podcast, donc, je suis Vincent Lopez. Plutôt connu pour être pro-staff chez Rapala. J'ai 30 ans, j'habite la région de Montpellier, je pêche beaucoup le bassin méditerranéen en eau douce principalement, un petit peu pour le loisir en mer, mais principalement l'eau douce, que ce soit les lacs qu'on a dans l'Hérault, dans le département de l'Aude, on peut aller même jusqu'à Perpignan, l'Aveyron aussi, je fais beaucoup en Aveyron, le Rhône du côté du Vaucluse, du Gard, enfin voilà, je suis vraiment basé sur cette zone-là et comme on disait un peu plus tôt, j'adore voyager et je voyage beaucoup pour rechercher le pike et ce podcast, quand tu m'as proposé, je me suis dit c'est parfait, c'est un truc qui va m'intéresser et puis en plus tu me parlais de Suède, je trouvais ça fantastique pour parler de cette belle pêche qu'on peut avoir en Suède et dans d'autres pays d'Europe. Carrément. Ouais, j'ai eu l'occasion de pouvoir pêcher le brochet nordique, on va dire, un petit peu en Écosse. On en a discuté un petit peu. C'est vrai que c'est des pêches qui sont vraiment ludiques avec de la pêche en chalot, de la pêche de surface qu'on a plus facilement, on va dire, accès sur ces régions-là qu'en France, même si c'est possible aussi à certaines périodes. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Là, tu vois, les trucs quand tu me parles, souvent on dit que la plus belle pêche c'est la pêche de surface. Voilà, c'est une pêche visuelle. On voit le poisson qui monte en surface, qui attaque, on voit le leurre qui s'éjecte, on voit le poisson qui sort des fois entièrement de l'eau. Mais c'est vrai que, tu vois, là j'ai les images qui me reviennent, ça remonte à un moment. Je pêchais à Västervik, c'est sur le sud de la Suède, c'est sur la mer Baltique. Donc c'est la mer Baltique et on pêche dans de l'eau saumâtre, c'est de l'eau salée. C'est vrai que c'est des pêches de chalot qui sont juste incroyables. On pêche dans 1 mètre, 60 cm d'eau, l'eau est claire, tu vois tes leurres qui nagent et puis tu vois d'un coup cette tombe qui sort. Et c'est presque de la pêche de surface, mais non, on est quand même sous l'eau et c'est autant chargé en émotion parce que tu vois le poisson qui arrive, tu fais des petits lancers sur des courtes distances et c'est vrai qu'ils ont des quantités de surface adaptées à ça où les poissons sont postés sur le plateau comme ça. Des fois tu dis mais il n'y a rien, il n'y a pas une touffe d'herbier, il n'y a rien, c'est des fois juste des cailloux et tu pêches comme ça dans 1 mètre, 60 cm d'eau, des poissons qui dépassent largement le mètre pour le brochet et c'est un kiff monumental et c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup plus en Suède. Alors je connais pas la Norvège, je ne connais pas la Finlande, je vais parler des pays que je connais, donc la Suède où j'ai fait à peu près plus d'une dizaine de voyages et qui est pour moi un de mes pays de voyage de cœur. Et c'est vrai que voilà, pour ces pêches de chalot dans très peu d'eau, ils ont des quantités de spots qui sont vraiment incroyables. C'est des terrains de foot entiers où on pêche dans moins d'1 mètre d'eau et on voit ces poissons, des fois on les voit même à vue, on leur lance dessus comme on ferait
pour pêcher le black bass. Enfin, j'aime bien je pêche beaucoup de black bass à vue, tu lances un worm ou une créature et tu vois qu'il se tire. Et là, c'est sur des brochets qui dépassent le mètre, qui font des fois des poissons de 80, 90, que tu vas poster. Tu es sur une journée qui est pétole et les poissons sont sur les chalots. Voilà, c'est ce que je retrouve beaucoup plus sur ces pêches nordiques. J'ai pas encore trouvé de région en France où ça peut se trouver très facilement, mais par contre, le peu de régions que j'ai pu visiter en Suède, je trouvais que la pêche de chalot est vraiment bien représentée. Voilà. Ouais, ouais, je rejoins carrément. Je n'ai pas eu l'occasion encore de partir en Suède, donc moi ça me chauffe depuis un certain temps, et je pense que dès que je vais en avoir l'occasion, je vais y aller parce que c'est vraiment, c'est vraiment la pêche que j'affectionne aussi beaucoup. Et justement, ça me fait marrer que tu parles de black bass parce que c'est vraiment aussi ce que j'aime sur le black bass, c'est d'avoir cette vue sur le comportement du poisson, de voir un peu la réaction. En fait, il n'y a pas d'interprétation quoi, à ce moment-là. Tu vois ce qui se passe et l'adrénaline que ça procure quand le poisson est vraiment juste derrière ton leurre. Et je vais faire une petite connexion, mais qui est toute simple et que pourtant c'est décrié, mais les pêches au live, aux technologies live, c'est ce qu'on voit du coup, c'est que en fait, ce que tu dis, de voir la réaction du poisson, tout ça, voilà, même si c'était très décrié aujourd'hui par pas mal de monde, en fait, les pêcheurs qui utilisent cette technique, c'est qu'en fait, c'est des pêcheurs à vue qui veulent voir ce qui se passe. C'est juste ça. On a aujourd'hui l'opportunité de pouvoir le faire, chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, et c'est clair que à un moment donné, si tu avais l'opportunité de pêcher le bass à vue, mais qu'on te gardait les yeux cachés, tu te regardes, c'est quand même mieux de les voir. Ah oui. Bon, voilà, Je pense qu'on est tous fascinés par cette action de voir un poisson qui peut réagir à un leurre en plastique. J'ai pas la même sensibilité quand je vois un poisson qui réagit sur un vif, sur un appât vivant. Mais c'est vrai que sur un leurre, de te dire que tu as réussi à séduire un poisson et de le voir venir et venir chercher, que ce soit en surface, en pêche de chalot dans très peu d'eau ou même là sur les technologies live, il y a une satisfaction de te dire, punaise, j'ai réussi à le tromper, quoi, lui faire croire que c'était quelque chose. Oui, et puis des fois aussi justement de ne pas y arriver et justement de creuser la tête, d'essayer d'autres choses, de voir si c'est peut-être justement l'animation, est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est... Et là justement on rentre un petit peu dans cette réflexion qu'on a en tant que pêcheur et qui fait justement aussi tout l'intérêt de la pêche, c'est de se creuser un peu la tête et d'en apprendre toujours plus sur le comportement du poisson et sur la pêche en général. Et je te rejoins complètement quand on voit le genre de débat qu'il y a en ce moment sur les technologies live, etc. C'est sûr, ça s'applique pas à tout le monde. Maintenant, parce que c'est pas accessible. C'est pas accessible à tout le monde. Ouais. Tes yeux, c'est accessible. Tout le monde a une paire d'yeux. Tout le monde peut voir un black bass. Tout le monde peut voir une mouche en train de moucher quand tu pêches à la mouche. Tout le monde peut voir un brochet spoté sur une plage. Et c'est vrai que là, comme il y a un ajout technologique, en plus une technologie qui est chère, on va pas se mentir, c'est vrai que du coup, qui est pas accessible à tout le monde, c'est vrai que ça fait un peu décrier. Et puis surtout, on est en train de pêcher des poissons qu'on n'avait pas l'habitude de pêcher jusque-là. Et on découvre maintenant même des nouvelles choses, de se dire que là, je vois des fois en aviron, des fois on pêche dans 20 mètres d'eau, mais les cendres sont dans 4 mètres, ils sont juste sous la surface, quoi. Tu te dis, mais comment les cendres peuvent être là? Et c'est cette technologie qui amène ça. Donc oui, c'est pas le sujet, le sujet, mais on a bifurqué, voilà, c'était la parenthèse. C'est autorisé sur ce podcast, justement, c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir discuter en live et de pas se prendre la tête. Voilà, on essaye de garder notre fil directeur de la pêche en Suède, mais voilà, si on fait des petites digressions de temps en temps, c'est pas grave. Oh, il y en aura plein. Je garantis, il y en aura plein. Voilà. Et donc du coup, ouais, comme je disais au début du podcast, là, on est le mardi 20 août, là, on est en train de tourner. Là, je suis revenu ce dimanche dernier, là, on est revenu d'une semaine de pêche en Laponie. Alors, c'est vrai que moi, je connais plutôt assez bien le sud de la Suède, que ce soit les lacs de Foxen, la mer Baltique, que ce soit à Västervik, à Trosa, à Stockholm, les grands lacs comme le Mälaren. Et là, ça fait 2 fois que je vais en Laponie. Et déjà, la Suède, pour moi, ça a été une claque. C'est mon tout premier voyage. J'ai 18 ans, je me paye mon tout premier voyage. Je venais d'avoir ma première paye et je me paye mon premier voyage.
avec ma paye et je vais en Suède. Et c'est vrai que déjà j'avais pris à l'époque une sacrée claque. Et là j'en ai pris encore une nouvelle avec cette nouvelle région qui est vraiment la Laponie suédoise. Quoi. On est au niveau du cercle polaire. Hein. Alors moi qui suis sudiste en plus, dès que je passe Montélimar, c'est le nord. Alors là-bas, pouf, m'en parlez pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire moi en tant que bon petit sudiste de la France. C'était vraiment le pôle Nord. Le vrai pôle Nord. Et c'est vrai que c'est une expérience ouais, que là ça fait 2 fois et là on est à peine rentré, j'y pense déjà y retourner quoi. J'y pense déjà y retourner. Non, ça a été vraiment une semaine assez folle, intense, un peu compliquée, mais aussi à la fois où il a fallu se creuser les méninges. Alors moi, voilà, pour remettre aussi les choses un peu claires sur ça, moi j'ai fait des séjours guidés où tu es avec un guide qui t'emmène, qui t'accompagne, qui te dit quoi pêcher. Moi, je fais partie un petit peu de ces pêcheurs voyage qui aiment bien se débrouiller un peu par eux-mêmes, qui sont un peu débrouillards, qui sont capables de se sortir de eux-mêmes de leur zone de confort. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, hein, donc si pour certains vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir un guide, tout ça, foncez, allez vous faire guider par des gens qui connaissent super bien le milieu, qui vous feront pas perdre votre temps. Si vous êtes vraiment là en plus pour essayer un peu de trouver du résultat, allez vers les guides. Bien déjà pour une première approche, déjà de découvrir le pays. Ça peut être bien aussi de se faire guider pour justement, comme tu dis, perdre moins de temps. C'est sûr que si tu n'as qu'une semaine de pêche et puis que tu passes 5 jours à te creuser la tête, ça fait un peu chier quoi. Ça fait un peu chier, mais alors je pense que ma progression dans la pêche a vraiment été faite par ces voyages, dans le sens que je vais te ressortir la même anecdote qu'on a parlé, mais alors moi j'ai un peu chassé, et j'ai arrêté la chasse depuis, mais j'ai aidé mon grand-père pour dresser les chiens et de chasse, et c'est vrai qu'on avait toujours cette expression de dire pour avoir un bon chien, faut qu'il voit du gibier. Là c'est pareil, tu vois, dans des zones où il y a quand même une population qui est assez importante, que tu en es même à te dire que sur 10 mètres carrés, il peut vraiment y avoir des grosses quantités de poissons. C'est vrai que quand dans ta journée, tu fais des journées à 10, 15, 20 brochets par jour, que tu vois les réactions en temps réel, parce que tu fais de la pêche shallow, que en plus tu as la météo qui change, je pense que ma progression dans les connaissances de ce poisson, de ma pêche, le fait de pousser certaines techniques plutôt que d'autres, ça a été grâce à ces voyages où il y avait du poisson à attraper. Quoi. Donc, et mon premier voyage a été fait comme ça sans guide, hein, et c'est vrai que depuis aujourd'hui, j'aime bien partir sans guide parce qu'en fait, on le voit, hein, j'ai un petit tableau Excel, hein, si mes collègues écoutent le podcast que je leur partagerai plus tard, mais je dirais que je fais un Excel et on analyse un petit peu la progression, et en fait tu vois que pendant ces jours on a des progressions on attrape les poissons parce qu'en fait on est en train d'apprendre comment le milieu est en train de marcher, et je trouve ça très intéressant quoi aussi. Mais après, il y a des gens qui sont pas capables de ça, hein, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de voir le résultat, qu'on leur montre, et ça, ces gens-là, dans le voyage, aller vers des guides, il y a des super guides de partout. En Laponie, il y en a, en Suède, il y en a de partout, où il y a des guides français, des camps de pêche français, et qui sauront vous orienter. Et après, vous avez les versions un peu plus autonomes, comme on peut faire là avec ma bande de collègues. Et on a cette satisfaction de se dire qu'en fait, voilà, le milieu, on apprend un peu à le maîtriser. Mais il faut que tout le monde trouve son plaisir dans son voyage. Parce que l'important, c'est peut-être pas le nombre de poissons que vous allez attraper sur les séjours, mais surtout le plaisir que vous allez prendre à les attraper, et surtout profiter de ces grands milieux. Parce que là aussi, on n'en parle pas assez, mais moi, ce qui me plaît dans ces grands pays, dans ces grands pays de la Laponie, ou voilà, même la Suède, c'est les paysages. Quoi. C'est les paysages, ça fait partie de la pêche. Ouais, c'est ça, c'est se retrouver aussi en pleine nature et avoir vraiment ce truc intégral, on va dire. C'est pas juste les poissons, c'est aussi se retrouver dans un cadre idyllique, parce qu'il faut dire ce qui est. Quand tu te retrouves sur un spot où tu es tout seul, où t'as pas un bruit, où tu peux boire l'eau du lac comme tu l'as fait. Oui, voilà, c'est vrai que moi je buvais l'eau du lac. Quoi. Quoi. Tu trempes ta gourde, tu bois l'eau du lac, c'est des lacs les plus. Enfin voilà, en Laponie surtout, on est sur les lacs les plus propres de Suède. Ouais, t'entends les oiseaux, tu vois des rennes, tu vois des élans, c'est un milieu qui est intact, qui n'a pas été touché par l'homme, ou du moins pas trop.
juste à peine, voilà, il y a des petites communautés de 5-10 habitants, des petits villages comme ça. Il y a pas grand monde, donc du coup, la nature, elle est reine là-bas. Et quand tu profites, en fait, tu rentres dans ce milieu et tu, tu deviens une petite partie, mais tu es plus spectateur de toute la nature, de ce qu'elle a à t'offrir, quoi. Et ça fait partie du voyage. Ouais, C'est, c'est ça. Ça fait il y partie de a, il y a l'expérience. beaucoup, j'en ai rencontré des gens comme ça qui, en fait, ils payent un voyage de pêche et ils payent pour du poisson et peuvent être déçus si le résultat n'est pas là. Faut pas oublier que c'est de la pêche, hein, que ce soit en France, en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas, en Irlande, où vous voulez aller pêcher. Ça reste de la pêche avec des poissons qui sont des êtres vivants, qui sont doués de penser, qui ont des besoins physiologiques. Ben, à un moment, si vous tombez sur une semaine où c'est pas ça. Voilà, on peut essayer de sauver un peu les meubles, mais ça reste quand même des fois de la pêche et c'est vrai que c'est moins contraignant quand voilà, c'est à une demi-heure de la maison, ça mord pas, bon bah je rentre à la maison. Là, c'est vrai que des fois, quand on réserve un séjour 6 mois à l'avance, on dit je vais prendre 7 semaines, j'ai calculé avec la lune, j'ai tout ça, et que bah, au final, c'est pas ça. C'est vrai que ça peut amener une certaine négativité dans le groupe. Mais ça reste de la pêche et il faut profiter en fait de tout ça. Il n'y a pas que la destination qui est belle, il y a aussi le voyage. Et je pense qu'il faut profiter de ça aussi quand on a la chance de voyager dans la pêche. C'est pas forcément attendre que du résultat, c'est aussi de profiter des moments que la nature va offrir parce que on est en plein milieu de ça. Ouais, carrément. Carrément. Après, c'est pareil, quand tu regardes les, les, les robes des poissons nordiques comme ça, moi, c'est ce qui m'a aussi pas mal attiré Mm. à aller pêcher dans le nord comme ça. Tu le vois des couleurs qui sont vraiment incroyables. Je sais que les poissons en Écosse étaient vraiment très marqués en couleurs parce que les eaux sont vraiment teintées. La flotte est marron quoi. Et enfin, la boîte claire, elle est quand même teintée un peu Mm. couleur thé quoi. Ouais. Et du Oui, coup, c'est la tourbe qui fait ça. ouais, Ouais. c'est ça, la On a tourbe. un peu la même chose en Irlande aussi. L'eau est légèrement tourbée, on dirait. Ils ont une autre couleur. Ouais. En Suède, Et on a un ça, petit ça peu te ce. rend vraiment des poissons vraiment hyper colorés avec des taches jaune vif. Mm. Les poissons sont vraiment magnifiques quoi. Ça fait Eh partie oui, aussi. mais ils s'adaptent à leur biotope. Et en fait, ouais, quand tu vas dans des biotopes comme ça, bah, tu découvres aussi ton brochet que tu as habitué à pêcher en France, que tu as vu pêcher à Biscarrosse, à Clermont, partout en France. Il te change parce que bah, il est dans un biotope où il est adapté. Et c'est vrai qu'ils ont des couleurs. Là, c'est vrai que là, les quelques-uns qu'on a eu en Laponie, on a vraiment. En plus, des poissons qui sont pas trop abîmés. Hein. On a eu pas beaucoup de poissons où tu vois des traces de la fraie, tout ça. Les poissons, mais vraiment propres. Et en plus, petit plaisir perso aussi, pas trop de traces d'hameçon dans la gueule, tu vois, des poissons, mais neufs, quoi. Oui, c'est ça. Et où t'as l'impression d'être le premier à les attraper. Et c'est vrai que, ouais, il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est que tu attrapes des poissons avec une beauté qui sont. Bah, qui sont. Où ils sont de chez eux, quoi. Non, Oui. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, il y a. Moi, j'ai bien aimé aussi, on en avait parlé en off déjà Mm. avant, mais euh, ce que tu me disais par rapport à ta construction de pêche quand tu es là-bas, du coup sans guide, je trouvais que c'était intéressant aussi de voir un peu ton approche, la façon dont tu vas gérer la vitesse de récupération, etc., en Ouais, fonction des divers paramètres. Je Mhm. pense que ça peut être intéressant aussi justement de discuter un peu de tout ça pour voir un petit peu, bah, pour donner aussi des conseils à ceux qui voudraient Mhm. partir comme toi, un petit peu à la route, Mhm. à la recherche du pike. Mhm. Ouais. Ouais, oui, Pike du pike nordique, the Northern Pike, comme disent les Américains. Non, alors c'est vrai que ouais, alors c'est des milieux, là, le Lord de la Laponie, pardon. euh, on est sur des milieux où il y a pas mal de truites et c'est vrai que on a même fait suivre au leurre tout ça. Et c'est vrai qu'on avait on a construit un petit peu ce pattern en quelque sorte. Hein, on n'a rien inventé, on a juste essayé pendant ce séjour encore une fois de construire quelque chose pour améliorer notre pêche et d'augmenter notre ratio poisson piqué poisson attrapé. Euh,
Et c'est vrai qu'on a remarqué que, voilà, qu'on pêchait, il fallait qu'on pêche un petit peu vite, un peu soutenu, qu'on n'ait pas peur de pêcher vite. Et en fait, l'analyse qui a été simple, hein. En fait, le lac est bourré de salmonidés, hein. On a des truites, on a des ombres articles, on a des, ils appellent ça des chars, c'est des grosses truites, des gros saumons de fontaine aussi. Et c'est vrai que ouais, voilà, c'est des poissons qui se déplacent vite. Et en fait, c'est des poissons qui sont hyper habitués à suivre des proies plutôt rapides. On a essayé de pêcher un peu, des fois au swim-bait, on a pêché aussi un petit peu avec juste des leurres souples, mais un peu notre pêche à la française, voilà, que moi je peux faire des fois quand je cherche un gros poisson, des pêches lentes avec du cranking plutôt lent, un poisson qui se... Et c'est vrai qu'on n'a pas eu les résultats qu'on escomptait, alors que dès qu'on est passé sur des pêches de tcherk, où il fallait vraiment animer très vite avec juste une courte pause, rendre juste vite fait la main, repartir en animant très vite, c'est que de suite on sentait les tapes, on sentait que ça piquait, et puis même des fois que ça coffrait vraiment par rapport aux techniques un peu plus lentes. Hein. Voilà, ça a été sur ce séjour-là. Et c'est vrai que quand tu voyages, il faut quand même aussi t'adapter. Enfin, j'aime bien l'expression américaine, c'est match the hatch. Il faut matcher avec ce que le poisson a sur place. Et c'est vrai que comme c'est des lacs où ils ont vachement plus de salmonidés et que ce sont des poissons quand même assez rapides, pareil, hein, on les voyait un peu sur les postes. Hein, on avait souvent l'impression qu'ils avaient des positionnements qui étaient plutôt adaptés pour en fait embusquer de la truite plutôt que de leur courir après par rapport à des poissons qui restent, tu vois, moi j'ai souvent cet exemple chez moi où tu as un banc de vif et le brochet en dessous sous le banc de vis. Là, on avait plutôt l'impression d'avoir des positionnements de poissons qui savaient qu'il fallait qu'ils se positionnent là parce que dans ce secteur-là, il y allait avoir un passage de truite. Ils sont pas en train de suivre les bancs de truites, ils sont plutôt en train d'attendre que les truites viennent à eux. Ils ont des positions plus embusquées. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est un peu l'analyse que j'avais fait aussi sur certains lacs écossais. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont là parce que tu dis il y a 30 cm d'eau, même pas, c'est plein de roseaux et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que quand tu passes au ras des roseaux, c'est là où tu te prends des cartouches de malade parce que ils sont vraiment embusqués au plus près de la berge. Ils attendent que ça passe au ras des roseaux et ils cartonnent tout ce qui passe, quoi. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment top quand ça se passe comme ça. Et en plus, ça se passe dans pas beaucoup d'eau. Et visuellement, j'espère qu'il y aura pas d'enfants, mais c'est du porno visuel, quoi. Voilà, c'est du fish porn, hein, franchement. Voir un poisson de 90 qui se jette dans 60 cm d'eau derrière un leurre, qui te fait un énorme remous. Et en plus, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, il va pas tendance à sonder, il va de suite monter à la surface. Tu vas voir la tête, la queue, tu vas voir même des fois les poissons qui vont partir en chandelle. C'est vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant ces pêches de chalot. Puis comme tu me disais, c'est vrai que tu, tu vois aussi la puissance de ces poissons-là, comparé à des poissons qui vont justement se nourrir peut-être un peu plus de gardons, de choses comme ça. Quand c'est des poissons qui sont un peu sous stéroïdes avec le menu truite H24, ça n'a rien à voir. Et c'est ce qu'on a ressenti encore avec. C'est ce qu'on a ressenti avec les collègues. Et après, on pense aussi que ça vient de la qualité de l'eau. Je l'avais un peu ressenti aussi, un peu la même chose que sur le Léman. Les poissons aussi sont pas mal forts. Et le Léman, pareil, on a des salmonidés. Les poissons, les brochets mangent des salmonidés. Mais je pense aussi que la qualité de l'eau, le fait qu'elle soit très oxygénée. Enfin, voilà, on pêchait avec des cannes 60-100 grammes, des 20-80. Même sur des cannes, voilà, ce sont des premiers grammages intéressants pour pêcher le brochet, on va dire. Voilà, une 20-80, une 60-100 grammes. Et même des poissons de 70 se mettaient au bateau, sondaient. Enfin, on a trouvé qu'ils avaient un bon peps, quoi. Beaucoup de peps. Et on se dit, il y a forcément aussi la qualité de l'eau qui est là, le fait que l'eau doit être très oxygénée, parce que du coup, comme il y a des truites, du coup, l'eau doit être très bonne, très oxygénée. Et donc, du coup, on sentait que les poissons avaient quand même une sacrée patate par rapport à ceux qu'on avait habituellement pêchés chez nous, quoi. À taille égale, bien sûr. Oui. Ouais, c'est clair. Et je pense comme tu dis, c'est un tout qui fait que ça décuple le plaisir aussi de pouvoir toucher des poissons comme ça qui sont en pleine forme, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on cherche aussi dans la pêche, c'est un peu la baston aussi, parce que oui, aussi. c'est le plaisir. Moi,
je suis un ancien carpiste reconverti. Donc, Aïe, 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 aïe. ah ouais, ouais, Il en faut, il en faut. ouais, j'ai beaucoup pêché la carpe et c'est vrai que c'est ce que je cherchais aussi un peu avec ce poisson en eau douce. C'est quand même un poisson qui est intéressant pour le combat, surtout quand tu pêches en rivière. Moi, je pêchais beaucoup en rivière sur la rivière Ardèche. Mhm. Et c'est des poissons qui ont vraiment de la patate et donc c'est intéressant à faire pour le combat. Après, malheureusement, c'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose que j'aime poursuivre maintenant parce que ben, quand tu pars voyager en van, pêcher la carpe c'est un peu plus compliqué. T'as un peu moins de temps disponible devant toi. Donc fatalement c'est plus pratique d'aller pêcher le carnassier Mhm. avec une boîte de leurre et une canne, tu arrives à t'en sortir un peu partout. Et puis c'est vrai qu'après, on va dire que j'aime bien aussi cette approche un peu plus dynamique, euh, même si c'est vrai que tu peux la pêcher un peu en stocking, etc. Mais Mhm. c'est quand même plus dynamique, je trouve, la pêche au leurre. La pêche au leurre est plus dynamique. Est vraiment plus dynamique. C'est moi ce qui m'a très vite attiré jeune aussi. Alors je suis quand même passé par toutes les pêches. Hein. J'ai commencé par la pêche au cou. Enfin, ça a démarré à la ferme chez mes grands-parents. Il y avait un tas de fumier, j'allais chercher mes verres. J'avais une petite colle avec des hameçons, un bouchon pour pêcher dans le canal. J'ai démarré avec ça, pêcher au cou. Après, dès que j'ai compris un petit peu, quand tu pêchais sur ton cou, tu avais mis une amorce et que tu voyais que ça chassait de partout. Tiens, il y a des poissons carnassiers. Donc là, tu commences à t'intéresser aux poissons carnassiers. Tu attrapes des perches au vert. Puis après, tu dis, tiens, tu retournes les livres. Parce que moi, il n'y a pas de pêcheur en fait. Donc moi, j'ai vraiment lu les choses pour pouvoir m'y intéresser. Donc du coup, après, je me suis mis au Mormanier. Et c'est après, fatalement, après le Mormanier, quand c'était trop compliqué, enfin, voilà, il fallait pêcher les livres, c'était compliqué, il fallait les garder. Bah, dès que les premiers leurres enfin, bon, j'ai que 30 ans, les leurres existaient déjà, mais quand j'ai commencé à accéder aux leurres, ça te change complètement ta vision de la pêche, te dire, mais finalement, voilà, j'ai une boîte, j'ai tout ce qu'il me faut, et j'y vais quand je veux. C'est d'une logistique archi simple. Ouais, carrément. C'est vrai que on est tous un peu passés par cette phase de découverte avec la pêche au cou. Moi, tu vois, c'est là où c'est marrant, c'est que c'est pas les carnassiers que j'ai eu en premier, c'est les carpes. Du coup, tu vois, je me suis mis à la carpe à cause de ça, parce que je me faisais démonter à chaque fois les lignes par les carpes qui venaient manger la morse, Ouais. ou les barbeaux. Ouais. Et du coup, bah, je me suis mis à la carpe, tu vois. J'ai pas eu la chance de prendre des chasses dans mes pêches au cou. Ouais, on a tous un départ différent et ça souvent, bah, après, s'il y a des jeunes qui écoutent le podcast, j'aimerais vraiment aussi qu'ils prennent le temps. Là, je suis une aparté encore sur la Suède, mais souvent on va très vite vers la pêche au leurre et j'encourage un peu les jeunes, ou après si vous êtes parents, ou enfin si vous avez des enfants, vous pouvez mettre à la pêche. N'allez pas trop vite en besogne sur la pêche au leurre, refaites-leur pêcher comme ceux qui ont cette chance de démarrer un peu au bouchon, un peu au feeder, faites-leur attraper du poisson, retournez aux bases, parce que des fois je suis très surpris au bord de l'eau par les jeunes que je rencontre, qui me reconnaissent via les réseaux, tout ça, et des fois je le sens qu'il leur manque quelques bases simples de savoir pourquoi il y a des gardons, pourquoi il y a des ablettes, pourquoi il y a des vairons, pourquoi il y a des goujons, des trucs tout simples qu'on peut apprendre très simplement avec une canne à coups, et avant d'aller trop vite dans le leurre, leur faire acheter des jerbaits. Enfin, moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est que j'ai des gamins qui se connaissent des fois mieux des catalogues de leurre que, que ce qu'il y a dans le milieu. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que bon, après, on parle aussi avec notre expérience et notre parcours. C'est vrai que je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des bonnes bases. Ah, mais savoir la pêche pourquoi tu vas retrouver tel poisson à cet endroit-là. La pêche. Non, mais moi je redirais pareil, là, je ressors pareil des anecdotes. J'ai que 30 ans, je sais des trucs de vieux déjà. Bref, non, je disais, pour moi la pêche c'est comme un métier, quoi. C'est un métier d'expérience.
On ne peut pas arriver de suite avec tous les diplômes et se dire c'est bon, je connais tout à la pêche. Non, il y a une phase d'apprentissage qui se fait au fur et à mesure de l'eau et on s'améliore d'année en année, on devient meilleur de meilleur parce qu'on comprend, on s'intéresse, on essaie de mettre des réponses sur des questions des fois très banales mais qui sont des fois très importantes. Voilà, pourquoi un brochet va se mettre là, pourquoi il y a cette veine d'eau, cette veine d'eau va se mettre là. Et ça, c'est de l'expérience, hein. C'est pas inné, hein. C'est parce qu'on passe du temps au bord de l'eau et qu'on y va. Il y a pour moi, quelqu'un qui dit que j'ai juste du talent, ça enlève, ça me fait un peu mal parce que vu toutes les heures que j'ai passées au bord de l'eau, les capots aussi qu'on peut prendre parce qu'on apprend les erreurs, tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui. Il n'y a pas que du talent, on est sûr, c'est qu'on passe du temps. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la pêche, c'est une unique passion. C'est même pour ça que je fais des voyages de pêche. Alors après, je suis un peu passionné de nautisme, hein, mais bon, du coup, j'ai un bateau pour pêcher. Voilà, j'ai tout qui tourne autour de la pêche, et c'est vrai que, bah, du coup, ouais, j'ai acquis de l'expérience. Bah, pendant mes voyages, tout le temps que je passe au bord de l'eau et je fais mes petites analyses, je fais mes petits comptes rendus et au final ben, voilà, j'analyse et j'évite de refaire les erreurs pour avoir les résultats qui s'améliorent, quoi. Ouais, carrément. Ah, c'est vrai que il y a pas de il y a pas de secret, on va dire, dans le monde de la pêche. Il n'y a pas comme tu dis, moi j'ai le talent, j'ai tout compris Mm. il n'y a pas de talent inné, c'est beaucoup de temps passé au bord de l'eau. Mm. Et en même temps, ben, c'est ce qui fait aussi qu'on y retourne. Parce que justement, on a appris petit à petit, on a construit notre pêche et notre vision des choses comme ça. Et moi, ce que j'aime et ce qui me motive aussi à faire ces épisodes, c'est que euh, justement, le fait de partager et de confronter un peu nos analyses et nos visions des choses ben, nous amène des fois à nous ouvrir à d'autres horizons et à voir un petit peu ben, des choses que toi tu n'avais pas forcément vues comme ça. Et venir mettre des petits morceaux de tous les côtés et de pouvoir justement étoffer son panel de techniques, d'approches, etc. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans la pêche, c'est que tu peux toujours en apprendre, tu n'auras jamais la science infuse, et du jour au lendemain, les cartes peuvent être redistribuées, et ça marchait super bien la veille, et là tu t'y reviens, il n'y a plus un poisson, ou en tout cas, tu n'arrives plus à en prendre un seul. Et, et justement, c'est tout ça qui m'intéresse. Et je trouve ça top de pouvoir aujourd'hui partager tout ça. Parce que comme tu le disais, c'est vrai que moi j'ai eu aussi des moments gamin où bah, tu te retrouves un petit peu tu te retrouves un peu seul au bord de l'eau au final parce que t'as pas toute cette communauté, enfin YouTube, etc. Moi, ça n'existait pas, tu vois, quand j'étais gamin. T'allais à la pêche, ben, tu te débrouillais un peu tout seul. Moi, mon père pêchait quasiment pas. Il m'a appris à pêcher beaucoup rapidos. Et puis voilà, après tu te construis un petit peu tout seul au bord de l'eau avec le peu de rencontres que tu arrives à faire. Et puis justement, tu vois, le fait de pouvoir partager, de pouvoir en apprendre un peu chacun les uns des autres, je trouve ça vraiment top. Et de pouvoir bah, aujourd'hui pouvoir le diffuser et donner cet accès un petit peu à tout le monde, je trouve ça génial. Il faut pas oublier que c'est beaucoup de partage, c'est de la transmission. Souvent, ce qu'on oublie, hein, il faut qu'il y ait du partage, une passion, ça se partage, c'est fait pour être partagé, ça se transmet. Il y a des gens qui m'ont transmis des choses, il y a des gens que j'aurais transmis des choses. Et c'est parce qu'on se transmet ça que notre passion continue à vivre et continue à exister, et il faut partager. Là, on a vraiment partagé vraiment avec on était 6 collègues là, en Laponie, on a partagé des super moments parce que on était tous hyper connectés, on était tous sur les téléphones. Le lac était assez grand, on se divisait en plusieurs zones, donc du coup, on avait des gens qui étaient au nord du lac, d'autres au sud, d'autres à l'est, et du coup, on avait des partages d'informations en direct. Là, ça tapait à ça, sur tel type de poste. Du coup, on se transmettait une énorme quantité d'informations
pouvoir en fait analyser, se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on les prend comme ça, pourquoi on les prend là, pourquoi on les prend sur ces conditions de météo. C'est parce qu'on a partagé. Et si aujourd'hui, moi j'ai pas quelqu'un qui pêchait qui m'a transmis ça, je me suis fait transmettre la pêche par les bouquins parce que je m'y intéressais, que j'aimais la nature. Il y a des gens à qui aujourd'hui qui me posent des questions sur le matériel, des techniques, des conseils, je leur transmets aussi. Il y a forcément quelque chose à transmettre dans la pêche. Ouais, carrément. C'est aussi justement tout l'intérêt, c'est de pouvoir se retrouver et partager les bons moments aussi. On aime tous pouvoir partager et discuter d'une même passion. Et c'est clair que la pêche, c'est un vaste sujet. Et oui. justement, on va avoir l'occasion de pouvoir en couvrir pas mal sur le podcast. Donc je tenais Il y a à plein te de choses. remercier. Il y a plein de choses à dire. Déjà de pouvoir être ici aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Et moi, j'avais déjà écouté le premier podcast sur le sponsoring, qui a été très très bien d'ailleurs, je tiens à le dire, et qui permet d'enlever un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur le sponsoring. Hein. Je pense qu'on en reparlera aussi, parce que je voulais en parler, mais on en parlera plus tard. Ouais. Mais il y a beaucoup de sujets à lever. Je pense pas qu'il y a de choses cachées, en fait. C'est beaucoup des a priori qui sont faits par des gens qui ensuite transmettre de mauvaises informations. Voilà, il y a plein de choses à dire dans la pêche. Voilà, oui, carrément. En tout cas, je te remercie. Mais je t'en prie. Pour le partage sur le premier épisode, c'est cool aussi d'avoir des bons retours. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse voir aussi vos retours, parce que bien sûr, je lis tous les commentaires qui sont faits dessus. Et ce sera avec grand plaisir que je lirai tous vos avis sur le podcast. Après, peu importe la plateforme, ça peut se faire autant sur Spotify, sur Apple Podcast, sur un peu toutes les plateformes d'écoute. Et je mets aussi les épisodes, quand ils seront en vidéo au minimum, je les mettrai aussi sur YouTube, de façon à ce qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Comme ça, ceux qui veulent avoir que de l'audio, ils peuvent l'écouter tranquillement en voiture ou n'importe où. Au bord de l'eau, il l'écoute en pêchant. Ah oui, quand même. Et puis après, pour ceux qui préfèrent les formats vidéo, vous verrez en plus nos super ganaches sur YouTube. Voilà. Écoutez-nous, c'est mieux. Ne regardez pas. Après, je vais me mettre à faire de l'ASMR pour ceux qui veulent, voilà, si ça intéresse. Ça va aller. On va faire de l'ASMR, mais version pêche, avec le cliquetis du frein. Bon, mais Victor, en tout cas, merci. Et au plaisir de reparticiper à ce genre de podcast. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Victor me transmettra des questions et je réponds aussi aux questions. Oui, et du coup, j'ai pas pensé à le dire au début du podcast, mais autant on va se le refaire. On va se le refaire là, un peu comme une intro, mais on vous a prévu aussi un joli petit cadeau. J'ai vu avec Vincent j'avais zappé ça aussi. Qui va vous offrir du coup de l'heure souple pour le brochet. Donc je le remercie pour ce joli cadeau pour un des auditeurs du podcast. Donc je vous invite à aller sur mon Insta, Big One Fish, et à me laisser un commentaire pour me dire du coup ce que vous pensez du podcast. Et puis je sélectionnerai un auditeur du podcast pour vous offrir ces deux-là. Voilà, il va avoir les nouveaux leurres souples Rapala brochet qu'on a designé exprès pour la pêche du brochet, qui était avec moi du coup aussi en Laponie, et qui sont très très bien, très bonne gomme. Enfin, si vous êtes un pêcheur de brochet et que vous avez la chance de gagner ce petit lot, vous allez être très content. Voilà. Super. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ce temps passé ensemble. J'espère que vous aurez réussi à dégoter pas mal de petits conseils pour la pêche en voyage et la pêche en Suède. Et puis on se refera certainement à d'autres épisodes
ensemble avec Vincent pour voir peut-être d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. Et puis on se fera un grand plaisir de pouvoir en discuter ensemble. Merci à tous et bonne fin de journée à tous. Merci à toi, à bientôt. Au revoir.